Alors j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant ouais, t'as été militaire donc moi je veux de la discipline. Sauf que j'arrête pas de le dire, mais la discipline c'est pas te lever à 5h du matin et après te mettre un seau d'eau froide sur la tête, c'est pas ça. Je pense que tous les coachs devraient se faire coacher. On a du mal à avouer qu'on n'est pas assez bon pour le faire seul. Dans le sport de haut niveau, justement, on a toujours un coach, même plusieurs coachs. L'armée, elle dépend du plus faible. L'armée repose sur le plus faible. Si le plus faible est pas bien, tout part à l'eau. Quand on fait un choix, il faut le faire pleinement, il faut s'impliquer à 200%, se donner à fond. Et dans 6 mois, dans 1 an, on peut faire le bilan. Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils devaient prendre une décision importante pour cette année 2026 ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kaizen, un podcast longévité, santé et amélioration continue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Sante, ancien lieutenant-officier reconverti en tant que coach pour dirigeants et entrepreneurs. Bonjour Benjamin. Bonjour Tristan, merci de m'accueillir. Je t'en prie, pour moi c'est un plaisir parce qu'aujourd'hui on exerce finalement un exercice assez similaire puisque on coach des personnes en distanciel, souvent des profils de dirigeants, de cadres, d'entrepreneurs, des personnes qui ont beaucoup de pression. Est-ce que toi tu peux présenter un petit peu ce que tu fais s'il te plaît ? Yes, carrément. Écoute, ça me fait super plaisir de pouvoir être ici avec toi aujourd'hui pour parler de ce qu'on fait. Donc moi, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je me suis lancé à plein temps là-dedans. Ça fait 5 ans que j'ai commencé le coaching sportif. Donc je viens du sport de haut niveau. Et au début, j'ai commencé le coaching comme ça, pour des amis, pour le plaisir. Puis j'ai commencé à coacher un peu plus sérieusement. J'ai suivi une formation après de coach sportif. Et en fait, au début, je coachais que dans la partie sport. Mais je me suis vite rendu compte que ça fonctionnait pas, que les personnes sur le long terme abandonnaient, arrêtaient, Bien sûr. et qu'en fait, quand on s'intéresse qu'au sport, ça marche pas. Et donc aujourd'hui, j'ai en fait un système, un protocole qui est basé sur 3 piliers, et j'ai envie de dire que c'est comme un tabouret. S'il y a un des pieds qui est pas là, ça marche pas et ça casse. D'accord, c'est quoi ces piliers ? Ces 3 piliers, donc on commence par le mental, parce que tout part du mental, tout part de la tête. Quand on veut changer ses habitudes, c'est pas juste le comportement qui va changer. C'est d'abord dans la tête que ça se passe. C'est un état interne, c'est travailler sur les habitudes pour que ça puisse durer. Le deuxième pilier sur lequel on travaille, c'est toute la partie sport, donc entraînement, mais de manière encore une fois adaptée au mental. Si on a une vie de famille chargée, qu'on a un boulot qui prend 50-60 heures par semaine, à côté, il faut pouvoir assumer de faire des séances de sport. Donc, il faut des séances de sport qui soient plutôt rapides ou en tout cas qui correspondent à son plaisir et qui permettent de se sentir bien. D'accord. Et juste, quel est le but en fait des personnes qui viennent te voir, qui veulent se faire coacher par toi ? C'est quoi le bénéfice recherché ? Yes, bien sûr. Et troisième pilier, la nutrition, l'hygiène de vie. Ok. Donc, l'objectif des personnes qui nous contactent, en fait, ça va être d'optimiser leur santé, leur longévité. Ok. Et le but, c'est que tout de suite, elles puissent se sentir mieux. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent pour des pertes de poids, pour une perte d'énergie, un mauvais sommeil, difficulté à bien manger, ou encore de la prise de muscle. Donc, c'est un objectif recherché immédiat, mais aussi un objectif recherché sur le long terme. Alors, c'est toujours difficile de penser long terme à 20-30 ans. Maintenant, il faut comprendre Mm. que la longévité, en bonne santé, elle se joue le plus tôt possible. Et quand on a 40-50 ans, qu'on est en surpoids, qu'on a mal au genou, mal au dos, bah, là, tout de suite, ça pénalise sa qualité de vie. Mais dans 20 ans, ça la détruit. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et de toute façon, ouais, c'est le même propos que je tiens vis-à-vis de la prévention santé. On sait que pour moi, c'est un investissement éminemment rentable d'investir sur sa santé au plus tôt. Et même, bon, nous, on a principalement, toi, c'est des clients qui ont entre 30, 50 ans, c'est ça ? Principalement 30-50 ans. D'accord. Plutôt des hommes, des femmes ? Beaucoup d'hommes, on est à 80% d'hommes, 20% de femmes. Ok, ça c'est intéressant, tu vois. Moi, c'est un peu plus... alors, c'est pas du 20-80, mais c'est plutôt des femmes qui me contactent moi. Alors, je sais pas forcément pourquoi, parce que j'ai pas niché... si tu veux, les personnes que je prends en charge, je prends aussi bien en charge des femmes que des hommes. Mais je remarque que c'est différent pour tous, en fait, pour échanger avec beaucoup de professionnels, préparateurs physiques, de coachs. C'est que souvent, il y a un profil qui vient te voir, qui est peut-être un profil qui te ressemble un petit peu. Et peut-être que toi, comme tu as cette ancienne casquette d'officier, de l'armée, de sportif de haut niveau, tu vas attirer des personnes qui sont plus sur une logique de performance.
Pas vraiment. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant ouais, t'as été militaire, donc moi je veux de la discipline. Oui, Donc, je viens te voir. ok. Sauf que j'arrête pas de le dire, mais la discipline, c'est pas te lever à 5 heures du matin et après te mettre un seau d'eau froide sur la tête. C'est pas ça. Et C'est c'est comme pas ce ça que à je fais avec mes l'armée? clients. Alors, l'armée, ça peut être un peu dur et on a un cadre de vie assez strict, mais c'est certainement pas ce que je fais avec mes clients. Au contraire, moi, ce que je veux, c'est que ce soit facile et que ce soit du plaisir pour eux. Et ensuite, en fait, avant, j'avais une communication qui était très orientée pour les hommes. Et j'avais pas mal de femmes qui me contactaient en me disant mais est-ce que tu fais les femmes aussi du coup. Mm. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté de m'adresser qu'aux hommes. Je m'adresse plus aux femmes. Et j'ai des femmes qui me contactent, mais c'est vrai que j'en ai quand même moins qui viennent pour de la perte de poids, pour optimiser leur physique, leur santé. Après, moi, je fais pas de différence. Je prends tout le monde. Enfin, à partir du moment où j'ai les compétences, où l'objectif de la personne est cohérent avec ce qu'on fait, on prend la personne. Pour une femme, on aura forcément une approche légèrement différente puisqu'on va prendre en compte différents sujets, comme les règles, si la personne n'est pas encore ménopausée. On va aussi prendre en compte beaucoup plus la thyroïde pour une femme que pour un homme. Pour un homme, en général, il y a moins de soucis de thyroïde. Pour une femme, c'est assez fréquent en cas d'objectif de perte de poids. Et donc, on va avoir un regard différent sur les clients qu'on a. On a une approche très individualisée. D'accord. Donc concrètement, pour une femme, qu'est-ce que ça change pour toi vis-à-vis de la prise en charge? Il y a le côté nutritionnel, il y a l'adaptation vis-à-vis du cycle menstruel. Est-ce que toi, tu vois une différence aussi dans la manière de coacher? Dans la manière de coacher, non, parce que c'est beaucoup du cas par cas. On a des hommes qui ont une approche de relation, de communication avec nos coachs varie du tout au tout. Et c'est pas hommes et femmes ont des besoins de communication différents avec le coach, mais c'est plutôt comment est-ce que tu es, comment est-ce que tu échanges, quel est ton besoin, est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui est très présent, est-ce que tu as besoin d'avoir beaucoup d'explications. Notre objectif principal, en fait, c'est l'adhésion sur le long terme. Ça, c'est vraiment le point clé, c'est que la personne qui entre chez nous, on veut certainement pas qu'au bout d'un mois, on n'ait plus de nouvelles, qu'au bout d'un mois, elle disparaisse. Nous, ce qu'on veut, c'est que si on accompagne la personne sur 6 mois, à la fin des 6 mois, la personne nous dit merci, elle est contente, elle nous recommande. On a aujourd'hui entre 20 et enfin, à peu près, je dirais 30% de personnes qui continuent, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, elles renouvellent. Donc ça, c'est une vraie satisfaction, c'est un beau taux de renouvellement pour du coaching sportif. Il faut savoir qu'en France, un coach sportif, en moyenne, c'est 30 à 40% de personnes qui suivent le programme en entier. Donc c'est-à-dire que la plupart des personnes arrêtent avant même la fin. Nous, ce taux-là, il est à 5% de personnes qui abandonnent. On a 5% de personnes qui abandonnent les programmes, c'est extrêmement rare. Et en général, c'est des personnes en fait, qui ne sont pas impliquées dès le début. Les personnes qui nous rejoignent, donc notre objectif majeur, c'est qu'en fait, elles tiennent bien tout le programme, qu'à la fin, elles renouvellent et que derrière, en fait, 3 à 4 ans plus tard, elles aient toujours les bénéfices de ce qu'on a fait. Nous, en fait, on joue à 5 ou 10 ans. On joue pas sur l'année, on joue pas pour avoir un summer body. Honnêtement, la personne qui vient me voir et qui me dit « Ouais, moi, je veux un summer body, je veux être bien, je veux pouvoir séduire et tout », je lui dis « Bah, nous, on peut t'accompagner pour ta santé, mais là, de ce que tu me dis, c'est pas pertinent, c'est pas ce qu'on va t'aider à faire. Nous, on veut vraiment t'aider à te sentir bien dans 2 3 ans, sur le long terme, et que ça commence dès maintenant. » Donc, on a cette approche-là beaucoup plus globale, et donc on va individualiser l'approche à la personne, à ses besoins, pour qu'on ait ces résultats-là. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, concernant le summer body, tu vois, ça, c'est une motivation qui vient généralement, voilà, ce que j'ai observé depuis des années, c'est que ça vient dans le courant du printemps, allez, peut-être au janvier avec les nouvelles résolutions, où la personne, elle se dit, ah là, je suis pas dans l'état que je veux être cet été, quand je veux être à la plage, ou que tout simplement on sera en été et qu'on va enlever des couches de vêtements et qu'on verra un petit peu le résultat finalement des années qui ont passé. Et il y a aussi des motivations qui est pour plaire physiquement. Et en fait, c'est pour ça que moi, je cadre tout de suite sur les motivations profondes de la personne et qu'elle se livre, tu vois, qu'elle dise honnêtement si c'est pour plaire davantage aux hommes, par exemple, quand c'est des femmes, qu'elles le disent aussi. Et il y a toujours cette dimension, hein, même si la personne est mariée, euh, qu'elle n'est pas forcément à fond dans cette dynamique-là, le fait de plaire aux autres et de plaire à soi, c'est quelque chose qui est vachement important. Et je pense que
plus vite la personne elle est à l'aise sur le fait, tu vois, d'être franche et de pas mettre des barrières du type, oui, c'est juste pour réduire, améliorer un petit peu ma santé, améliorer mes bilans sanguins. Il y a cette chose-là, mais c'est multidimensionnel. Il y a beaucoup de motivation. Et moi, ce que j'observe, c'est que si la motivation, c'est uniquement, tu vois, chez les très jeunes, par exemple, c'est souvent plaire au sexe opposé ou au même sexe, ont des préférences. La motivation, elle est plus courte. Et c'est pour ça que je pense que le pourquoi, c'est quelque chose que la personne, elle vient avec. Il est plus ou moins conscientisé. Et après, faut aller le faire émerger, selon moi. Aussi pour pousser l'adhésion de la personne pendant le coaching, au-delà, dans les moments durs, etc. Ça permet de la relever. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que toi, tu bosses le pourquoi de tes clients et des gens qui viennent te voir? C'est la première chose qu'on fait. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise raison de commencer à perdre du poids, mais il y a des mauvaises raisons de continuer à le faire et de bien faire les choses. La mauvaise raison, c'est ne pas être en accord avec ce pourquoi on commence, ne pas être réellement aligné, se mentir sur ses raisons profondes et justement ne pas comprendre pourquoi on veut le faire. Donc évidemment, on commence avec ça et on va comprendre en profondeur la personne. Derrière, on va définir un objectif à long terme. Et en fait, ça, je fais souvent le parallèle avec l'armée. Dans l'armée, on définit son objectif de long terme, on définit une stratégie en fait pour Ouais. atteindre son effet Bien majeur. sûr. Donc je fais vraiment un parallèle, c'est l'effet majeur quand on mène une mission, c'est en fait le point de bascule qui permet de remplir la mission. Pour une personne qui veut perdre du poids, si on ne définit pas précisément là où on veut aller, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va essayer, mettre en place quelques changements et après on va abandonner. C'est typiquement les résolutions du 1er janvier. Et ça ne dure pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment comprendre la personne, définir des objectifs précis et ensuite y aller à 200%. Et au niveau des raisons profondes, ce qu'on a le plus, c'est plutôt au niveau des sensations de la personne. J'ai mal au dos, je dors pas bien, je suis fatigué, Là, il y a de la je manque souffrance. Ouais. d'énergie. C'est de la souffrance quotidienne, exactement. Par contre, je veux plaire aux autres. On a rarement ça. C'est plutôt des personnes jeunes et c'est pas vraiment le profil client qu'on va avoir. Et comme tu l'as dit, c'est un profil qui en général va être motivé pendant 1 mois, 2 mois. Mais la raison réelle de je veux plaire aux autres n'est pas assez forte pour induire un changement. C'est du court terme. C'est je veux des matchs sur Tinder. Mais ça, c'est pas nous qu'il faut aller voir. C'est un coach en séduction. Ouais. Moi, je le voyais plutôt sur le plan aussi de la douleur. En fait, quand quelqu'un appelle à l'aide, c'est qu'il a mal, pour moi. C'est que quand c'est quelque chose... Tu vois, il y a des personnes qui sont en surpoids, elles s'en foutent complètement. Pour elles, c'est presque pas un sujet. Bon, ça, si elles pouvaient en un claquement de doigts avoir un corps super fit, être hyper dynamique, gagner en énergie, évidemment qu'elles le feraient. Mais, tu vois, elles évaluent la friction et peut-être qu'elles évaluent mal aussi l'investissement que ça demande parce qu'on peut penser, si on n'a jamais fait de sport, qu'il va falloir soulever des Je dirais montagnes, surtout etc. qu'elles évaluent mal les bénéfices, pour moi. On évalue toujours très mal le bénéfice d'être en bonne santé quand ça fait... en fait, quand toute sa vie, potentiellement, on a été en mauvaise santé. Et c'est ça la difficulté. T'as pas de référentiel. Ouais. Nous, nos clients, la plupart, quand ils avaient 20 ans, ils étaient en bonne santé, ils étaient bien. À 40 ans, ils sont pas bien, ils se rendent compte, ils souffrent. Donc forcément, ils nous disent, bon, go. Par contre, j'ai très rarement des personnes qui, en tant que clients, qui sont obèses depuis leur naissance. Je n'ai pas ce type de client. Je pense que je n'ai jamais eu une personne obèse qui a été obèse toute sa vie. Et ça existe, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont été, qui dès l'enfance ont été obèses J'en ai eu beaucoup comme ça. et qui l'ont resté. Mais pourquoi? Parce que quand le référentiel, si tu veux, ne permet pas de se rendre compte de ce que ça permet de faire, d'être en bonne santé, de se sentir bien, c'est compliqué. Compliqué de comparer, compliqué en fait de se dire ah oui, là je suis pas bien, là je me sens pas bien. En fait, une personne qui a été bien toute sa vie et qui à un moment est pas bien, elle se dit putain là mon énergie, je me sens pas bien, je devrais avoir je sais pas 100 d'énergie, aujourd'hui je suis qu'à 10. Mais pour une personne obèse, le 100 n'existe pas. C'est-à-dire que le 100 de la personne obèse, ça va être le 10 de la personne qui
qui était en bonne santé, qui à ce moment-là est en mauvaise santé. Et c'est ça aussi la difficulté. Et je vois aujourd'hui, enfin, je voyais plus il y a quelques années, mais dans le discours wokiste, je voyais pas mal de personnes qui s'exprimaient en disant non, mais moi je suis obèse, je suis très bien, je le vis super bien, etc., etc. Non, on le sait, enfin, physiologiquement, l'obésité induit énormément de dysfonctionnement du corps et l'obésité complique la vie dans pas mal de mouvements du quotidien. Mais quand on est habitué à ça, comment se rendre compte de ce que c'est une vie dans un corps en bonne santé? Moi, ce matin, j'étais en train de m'entraîner. Bah, en fait, je me dis, putain, j'aime que mon corps il soit aussi mobile. J'aime pouvoir faire des squats sautés, pouvoir faire tout ce que je veux. C'est agréable, en fait, d'avoir un corps qui est fort, d'avoir un corps où. Enfin, je prends le métro, je me sens bien, je me sens présent, je me sens au milieu de tous les gens qui sont rabougris, enfin, qui sont pas bien. Qui vont à la Moi, j'ai le défense. sourire, c'est ça. J'ai le sourire, je suis bien, je me sens énergisé. Et quand Ah, je passe une mauvaise nuit, je me rends compte. Pourquoi? Parce que, en fait, 90% de mes nuits sont bonnes. Bah, quand j'ai une nuit qui est pas bonne, je me rends compte, c'est désagréable. Et si tu veux, j'ai un référentiel qui est de la performance, qui est d'être bien, qui est d'avoir de l'énergie. Et si on connaît pas ce référentiel, c'est compliqué de se dire, il faut que je change. c'est clair. C'est difficile de se rendre compte comment on va être, comment on va se sentir finalement si on perd 10, 20, 30, 40 kilos de gras dans le cas de l'obésité, ou que par exemple on est en état de maigreur et qu'on va se développer physiquement et qu'on fonctionnait à un niveau d'énergie qui était moindre. Moi je me rends compte aussi avec les personnes qui étaient très endettées sur le plan de la fatigue et du sommeil, et ça c'est extrêmement courant, je suis sûr que tu en as beaucoup, chez les dirigeants et les entrepreneurs qui ont rogné sur leur nuit, qui ont rogné sur eux-mêmes, sur leur corps, et qui, tu vois, il y a un moment où ça va pas. Ils sentent que ça va pas, et il y a un truc chez eux où ils ressentent profondément qu'il y a besoin de changement. Donc, ça peut être un cumulatif de beaucoup de choses, hein. Il y a le sens, mais pour moi, le physique, enfin, la santé, c'est vraiment la pierre angulaire. C'est ce qui va déterminer toutes les verticales de vie. Le sommeil, par exemple. Enfin, Le sommeil est un super exemple. Parce que pendant, je dirais, 30 ans, le fait de dormir 4-5 heures quand on est chef d'entreprise, quand on a un emploi à responsabilité, a été la norme, a été le référentiel. Mm. Et pour une personne qui dormait 8 heures, bah, c'était être flemmard. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que ça a été une énorme erreur de penser comme ça. Maintenant, le sommeil redevient quelque chose d'important et on remet le sommeil au centre de la réussite. Mais pendant des années, c'était l'inverse. Il fallait dormir 4-5 heures, être super occupé. Et on voit encore aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, qui dorment très peu, trop peu. Mais sur le long terme, c'est dévastateur. Je pense que par période, ça peut être acceptable quand tu vois et tu as besoin d'aller chercher de la performance, un avantage compétitif, d'aller sortir des deadlines très courtes. Tu vois, il y a des moments, on sait c'est quoi l'optimal santé, c'est quoi un bon référentiel, mais il faut conjuguer avec ça. Et c'est pour ça que, pour moi, évidemment, plus important, c'est la santé. De toute façon, c'est ce que tout le monde dit. Mais il faut voir la réalité de la personne. Peut-être qu'elle peut pas dormir 9 heures, tu vois, mais que ce serait souhaitable. Je dirais Et qu'on il faut voir performe. les stratégies pour compenser et voir aussi sur le long terme comment on peut récupérer ça tant que possible. Faire au mieux avec la réalité de la personne. Je pense pour moi, c'est le principal, surtout avec les profils entrepreneurs. Je dirais qu'on performe toujours moins bien avec moins de sommeil et que même dans un moment où on doit être à fond, bosser beaucoup, bosser 80 heures sur la semaine, Mm. enchaîner comme pas possible, il vaut quand même mieux toujours avoir son sommeil. Alors Ouais. 9 heures peut-être pas, mais 7 heures. 7 heures de sommeil, 7 heures d'une bonne qualité, ça suffit Ouais, amplement. c'est déjà pas énorme. 7 heures. Mais ça dépend le chronotype de la personne, tu sais. Oui, J'en parlais avec le docteur Aldo, c'est que tu as les chronotypes court dormeur, long dormeur. Moi, malheureusement, peut-être, je suis plutôt long dormeur. J'essaie de dormir 7 heures, 7 heures et demie. Toutes les stratégies possibles, je sais que je performerai moins bien que si j'ai 8 heures et demie. C'est mon profil. Il y a des personnes, par exemple, j'en parlais avec. Enfin, non, c'est Jacques Attali qui disait ça. Lui, il a toujours dormi 4-5 heures et que ça lui suffisait.
Après, on sait que par exemple, quand on fait une activité sportive, on a besoin potentiellement d'un peu plus de récupération pour la régénération des tissus, etc. Mais c'est là où il y a la subtilité, c'est qu'on se dit, attends, je vais devoir dormir un peu plus, je vais devoir aller m'entraîner avant, peut-être je faisais pas de sport. C'est deux choses qui prennent du temps. Peut-être que le sport, tu vois, ça fatigue, il y a du transport, je vais transpirer, sur le moment T, je vais pas augmenter mon chiffre d'affaires. Finalement, pourquoi faire du sport, tu vois? Quand on le pense comme ça, on se dit, c'est une perte sèche. Est-ce que tu pourrais me dire les arguments contraires, pourquoi faire du sport? Parce que il faut entendre, je pense, les arguments de pourquoi ne pas faire du sport ou pourquoi ne pas dormir beaucoup, tu vois? Et surtout pour le sport. Parce que finalement, tu vois, tu t'investis, tu vas dépenser de l'énergie, du temps, un peu d'argent, pour au final, pour au final quoi? Est-ce que ça va faire avancer ton entreprise? Le sport aujourd'hui en France est vu comme un loisir, comme de la détente. Et c'est très problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a oublié qu'on est des animaux, qu'on a un physique, qu'on a une biologie. Et on aime bien dire l'humain est différent. L'humain reste un animal. Un animal a besoin de vivre, de bouger. Aujourd'hui, on a un mode de vie qui est extrêmement sédentaire. La musculation, c'est pas naturel. La musculation, c'est reproduire des mouvements qu'un animal va pouvoir faire dans la nature de manière différente. Mais un animal dans la nature, il fait quoi? Il se déplace, il porte des choses. L'humain, il y a des milliers d'années, il portait des choses. Alors, je dis ça de manière très, très simplifiée, mais c'est pour imaginer que on aime bien sortir de cette condition animale-là. Mais en sortant de cette condition animale-là et en se disant, bah, je vis dans un bureau et je fais un métier qui est purement intellectuel, en fait, on oublie la base. Et le problème, c'est que ça mène à des dysfonctionnements corporels qui vont eux-mêmes engendrer un dysfonctionnement intellectuel, un dysfonctionnement neuronal. Et on s'en rend compte de plus en plus, hein, mais les maladies neurodégénératives sont liées à notre mode de vie. Le fait d'avoir un diabète favorise Alzheimer. Le fait d'avoir plein de toxines dans le corps favorise Alzheimer. Et aujourd'hui, la plupart des types de maladies d'Alzheimer sont liés à notre mode de vie. Donc, on a un impact direct du mode de vie sur la santé qu'on va avoir. Si on veut performer intellectuellement, on a besoin de bien oxygéner le cerveau, on a besoin d'apporter les bons micronutriments au Ouais, cerveau. de vasculariser aussi. C'est ça. Donc, oui, le sport est un indispensable de la personne qui veut performer à son travail. Un cadre dirigeant qui se dit, bah, moi, j'ai pas besoin de faire du sport ou j'ai besoin de juste faire 1 heure de padel dans la semaine, ne va pas aussi bien performer qu'une personne qui prendra le temps de faire du sport régulièrement. Mais la contrainte principale de faire du sport, c'est le temps. Quand on dirige une grosse entreprise, on se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais. Et justement, ça, c'est le frein principal d'un dirigeant qui se dit, bah non, le sport, c'est pas pour moi. Alors qu'en changeant le regard qu'on a sur le sport, on peut très bien faire du sport. On peut tous faire du sport. Faire du sport ne veut pas dire aller à la salle, prendre sa voiture, faire une demi-heure de route, s'entraîner, prendre sa douche, 20 minutes, rentrer une demi-heure totale, 2 heures. C'est-à-dire que sur la semaine, si on fait 3 séances, ça nous prend 6-7 heures. 6-7 heures sur une semaine, oui, je suis bien d'accord, on ne peut pas tous les prendre. Maintenant, moi, ce qu'on fait avec mon équipe principalement, c'est des séances de 21 minutes. 21 minutes à la maison. C'est-à-dire que tu te lèves, tu fais ta séance, 21 minutes, tu prends ta douche, tu t'habilles. Temps total, 25 minutes. 25 minutes 3 fois dans la semaine, Douche comprise. douche comprise. Donc ça prend, globalement, sur une semaine, c'est 1 heure. 1 heure, j'ai jamais rencontré un dirigeant où je lui ai posé la question et on le visualise ensemble dans sa semaine, qui m'a dit non, j'ai pas le temps. Même un patron du CAC 40 qui m'avait dit ah mais non, c'est vrai que je le ferai. Le patron de Capgemini m'avait dit ouais, c'est vrai que ça rentrerait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on optimise la pratique sportive, on peut tous le faire. Alors, j'aimerais parler d'un second point, c'est-à-dire qu'il faut différencier aussi le sport de l'activité physique. Faire 3 séances de sport sur une semaine ne suffit pas non plus à être en bonne santé métabolique et avoir une bonne activité physique. Il y a l'entraînement qui permet de se muscler, qui permet d'améliorer son endurance, donc de travailler sur la partie musculaire du corps et la partie cardiovasculaire du corps, mais on a aussi l'activité physique quotidienne qui ne doit pas non plus être à zéro. C'est-à-dire que si tous les jours,
t'es 10 heures assis par jour et tu bouges pas de ton bureau, tu vas juste manger et tu reviens, et qu'à côté de ça, tu fais du sport même tous les jours, hein, tu seras pas en bonne santé. C'est la réalité de beaucoup. Ça, c'est les sportifs sédentaires. Clairement. Et donc, il faut aussi inclure le fait de bouger régulièrement dans sa journée. Donc, 2 options simples pour ça quand on bosse en bureau. Première option, c'est faire des pauses toutes les heures. Toutes les heures, on se fait une petite pause. On va marcher 5 minutes. On va marcher dans les bureaux à côté ou on va prendre l'air. Mais vraiment, il faut le faire. Ça, on va dire, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en fait, quand on est pris dans une tâche, on a du mal à couper. On a du mal à dire bon, stop, je vais faire ma pause. Voilà. Donc, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Deuxième option que je préfère et que je privilégie, c'est le tapis de marche. Donc, on met un tapis de marche avec un bureau assis debout. Et en fait, on met le bureau en position debout. On travaille en marchant. Et le top pour ça, c'est les visios. Les visios en marchant. Moi, je vois de plus en plus de personnes qui le font. Personnellement, je fais la moitié de mes visios en marchant, sachant que la moitié de ma journée, c'est des visios. Donc, je fais beaucoup de visios et la moitié de mes visios, je les fais en marchant. Est-ce que c'est dérangeant ? Non. Alors, il faut simplement penser à ce qu'en été, il faut avoir un ventilateur à côté ou la clim, sinon on risque de transpirer un petit peu. Mais clairement, le bureau debout en travaillant, pour moi, c'est la solution ultime quand on veut avoir un meilleur physique, quand on veut avoir une meilleure santé et qu'on a un boulot sédentaire. Et clairement, pour moi, c'est une clé pour beaucoup de personnes. Tu sais que c'est déjà fortement mis en place en Europe du Nord, notamment, où le bien-être en entreprise, la prévention santé, est beaucoup plus importante aux yeux du gouvernement, qui met plus de 5 fois plus les moyens que le gouvernement français, par exemple, parce qu'on est toujours dans une logique de médecine curative en France, non pas encore dans cette médecine 3.0 comme en parle le docteur Attia, avec la médecine de précision, d'individualisation et de prévention, qui permet d'éviter le prédiabète, l'hypertension artérielle, etc., avant que ce soit déclaré, et même le surpoids, potentiellement. Et c'est pour ça que, pour moi, on parle des dirigeants, des entrepreneurs, parce que ces personnes... je vais te poser la question, pourquoi d'ailleurs, toi, tu prends en charge ces personnes-là ? Mais on sait que c'est des personnes qui ont beaucoup plus l'habitude d'investir en eux-mêmes, qui ont aussi une plus grande capacité d'investissement, et qui donc, ils ont les moyens d'avoir ce qui se fait de mieux. Mais ce n'est pas le cas de la majorité de la population. Et c'est pour ça que, pour moi, ce qui est important aussi, quand j'accompagne mes clients, avant je les appelais patients, mais les clients, c'est comme toi, aussi sur le plan éducationnel, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir transférer ça pour leurs proches, pour leur famille, pour leurs conjoints, conjointes, et aussi pour leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que quand tu as quelqu'un qui est papa ou qui est maman, et qui voit que son parent, il commence à prendre soin de lui, à faire du sport, à remettre en question un petit peu sa routine de vie, son environnement, à la maison, etc., ça a beaucoup d'impact sur l'enfant. Et ça a d'autant plus d'impact que c'est la période où l'épigénétique de l'enfant est la plus plastique. Ça veut dire qu'il peut avoir des changements internes et biologiques profonds et durables qui vont perdurer toute sa vie, que ce soit sur le plan comportemental, épigénétique. Et aussi sur le plaisir, par exemple, le palais. On sait qu'un palais habitué au sucre très jeune, ça fait des palais sucrés, et après c'est beaucoup plus facile de tomber dans l'obésité et les maladies chroniques de civilisation. Mais du coup, moi je veux comprendre pourquoi toi, est-ce que tu t'es dirigé vers cette clientèle en majorité de dirigeants et moins un autre type de persona? Il y a 3 raisons pour lesquelles j'accompagne principalement les cadres et dirigeants. La première, tu en as parlé, c'est l'envie d'investir, pas réellement la capacité d'investir. Parce qu'en soi, tout le monde pourrait investir sur sa santé. Mais c'est l'envie d'investir. C'est pas commun à tous les dirigeants. Il y a des dirigeants qui ont du mal à investir réellement dans leur santé. Maintenant, de manière générale, on est sur une population qui est plus prête à prendre soin d'elle, qui est plus prête à utiliser son argent pour ça. Et surtout, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une facturation qui est principalement faite par la société.
Donc c'est beaucoup les sociétés des dirigeants qui vont facturer ça pour eux. Donc c'est de Moi la également, ouais. coaching de dirigeants et donc ça permet en fait de faire de grosses économies que si Ça t'es en perso. change beaucoup de choses par rapport aux particuliers qui payent en personnel ou même l'entrepreneur ou l'auto-entrepreneur. Complètement. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir les meilleurs services et qu'ils ont une plus grosse capacité d'investissement finalement. Complètement. Ça leur permet de récupérer la TVA et en plus, ça leur permet de ne pas avoir à sortir cet argent-là en salaire ou en dividende. fait. Deuxième point qui fait que j'accompagne beaucoup principalement les cadres dirigeants, c'est personnel en fait. C'est simplement que moi, j'ai commencé en accompagnement un peu tout le monde. Sauf que j'étais beaucoup dans la répétition, dans des choses basiques. Et c'est vrai que j'ai une appétence intellectuelle importante. Et je préfère largement échanger avec quelqu'un qui en fait, dirige des centaines de personnes qu'avec quelqu'un qui a un travail lambda. Alors attention, je ne critique pas du tout, mais j'ai fait Saint-Cyr, j'ai fait des grandes études, je viens plutôt de ce milieu-là, et forcément, c'est un plaisir personnel d'échanger avec une personne qui a un emploi à responsabilité, alors qu'avec quelqu'un qui a un train de vie plus lambda, j'y trouve moins de plaisir personnel. Et c'est important dans une relation coachée mentor d'avoir une bonne fluidité de relation et que chacun y trouve son compte. Si le mentor ne trouve pas de plaisir dans ce qu'il fait, c'est plus compliqué pour lui de pouvoir bien accompagner la personne. Ouais, c'est toi qui sélectionnes ton client finalement. C'est ça. En fait, c'est important aussi de ne pas prendre tout le monde. Quand on prend tout le monde, on ne fait pas bien le travail derrière. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir une vraie satisfaction client, que les personnes soient vraiment contentes. Et troisième point, je trouve que chez ces personnes-là, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, il y a un impact sur des employés, il y a un impact sur une société, et il y a aussi des enjeux plus importants au niveau du stress, au niveau de l'anxiété, au niveau du quotidien, de l'organisation. Et parfois, c'est un défi de trouver en fait l'organisation qui correspond à telle ou telle personne. Ouais, tout On à a des fait. personnes qui sont en voyage d'affaires dans un nouveau pays chaque semaine. Ouais. Et donc, ils passent plus de temps à l'étranger que chez eux. Donc forcément, il faut trouver la bonne manière de faire. La personne, tiens, là, elle nous envoie une vidéo de sa salle, on adapte le programme. Ah là, il n'y a pas de salle, elle fait que des séances dans sa chambre d'hôtel. Il faut lui expliquer comment positionner son lit pour faire des dips sur le lit. Bref, on doit trouver un petit peu des modifications qui vont permettre aux clients de bien gérer. Donc voilà, sur cette partie-là, sur les cadres dirigeants, pourquoi je les accompagne principalement. Et tu as abordé un point que je trouve très intéressant, c'est l'enfance. Au niveau de l'enfance, c'est effectivement là qu'on a le plus de changements en fait dans son corps et dans son apprentissage. Donc c'est culturel beaucoup, mais aussi, tu l'as dit, l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi ? C'est comment un gène va se comporter, comment est-ce qu'on va en fait apprendre à nos gènes à se modifier et à être utilisés par le corps. Donc on peut avoir un mauvais potentiel génétique, mais une enfance qui va permettre de diminuer les risques de certains gènes, par exemple avec les maladies cardiovasculaires, avec la transformation du cholestérol alimentaire en cholestérol sanguin. En fonction de son enfance, on n'aura pas le même impact de certains gènes qui pourraient être modifiés. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Donc oui, l'enfance est fondamentale. Et pendant l'enfance, l'idéal, c'est de pouvoir être bien encadré, de pouvoir bien gérer. Maintenant, nous n'accompagnons pas les enfants, ça c'est à l'éducation nationale, j'ai envie de le dire, de le faire quand les parents ne vont pas bien le faire. Mais forcément, pour nos clients, il y a un impact sur leur famille. Et quand une personne que j'ai en appel vient me dit non, et moi ma priorité c'est ma famille, je peux pas investir parce qu'aujourd'hui je préfère faire passer ma famille avant, je suis dépité. Je suis dépité d'avoir ce genre de propos en face. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas aider les autres si on n'est pas bien soi-même. Il faut d'abord s'aider soi pour aider les autres. Il faut d'abord être en bonne santé, être bien dans sa tête, être aligné dans sa vie, si on veut pouvoir faire en sorte que sa famille soit bien. Je suis complètement d'accord avec ça sur le plan de la famille. Et avec les enfants, on sait que les enfants, ce qui marche mieux, c'est l'exemple des parents. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement commun. Et c'est très connu dans le milieu médical, où les personnes vont prendre plus soin, par exemple, de leur animal de compagnie qu'eux-mêmes. Tu vois, ils vont beaucoup plus investir pour leur animal, dans les soins, dans tout ce qui les entoure.
Et on voit ça aussi avec les praticiens et même les coachs et les entraîneurs, où ils vont se dédier aux personnes qui s'accompagnent, qui prennent en charge, beaucoup plus qu'eux-mêmes. Et même, on en voit avec les médecins, hein, qui t'apprennent à arrêter de fumer, mais qui continuent de fumer, avec des nutritionnistes qui sont eux-mêmes en surpoids, qui ont des troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Et une question que j'aimerais te parler, parce qu'on a bien compris, je pense, les intérêts du coaching et de se faire coacher. On peut les récapituler si tu veux. Il y a l'adhésion qui sera meilleure. Tu as un plan qui est clair, tu gagnes du temps. Tu as des résultats qui sont pratiquement garantis avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a fait ça énormément de fois avec des profils comme les tiens. Maintenant, j'aimerais que tu me dises les arguments pour ne pas se faire coacher. Pourquoi ne pas se faire coacher ? Dans quelle situation ne pas prendre de coaching ? Ton coaching ou mon coaching, par exemple, selon toi ? Je dirais que les personnes qui ne doivent surtout pas se faire coacher, déjà, c'est celles qui ne comprennent pas du tout pourquoi elles veulent changer. Si tu comprends pas pourquoi tu veux changer, ça marchera pas. Si au fond de toi, en fait, tu te dis, bon, il faut que je le fasse parce qu'on m'a dit de le faire, mais je suis déjà bien dans ma situation, à un moment donné, ça va être compliqué. Ensuite, si vraiment, sur le moment, ça le fait pas du tout, tu as 50 000 choses. Attention, quand je dis 50 000 choses, c'est pas ton entreprise et ta famille. C'est vraiment, il y a plein de trucs dans ta vie qui te bloquent et tu n'arrives pas du tout à prendre ne serait-ce qu'une heure pour échanger avec un coach, ça va être compliqué. Mais autrement, pour moi, en fait, quand une personne va pas bien, justement, le fait de se faire coacher l'aidera à aller mieux. Quand une personne est bloquée dans une situation, pareil, le fait de se faire coacher l'aidera à aller mieux. Mais il faut être prêt à faire un pas vers un coach, il faut être prêt à investir sur soi, à investir du temps, à investir de l'argent et prêt à mettre en place des changements. Si on a peur, c'est normal. Beaucoup de coachés ont peur de se lancer. Beaucoup. Par contre, une fois qu'ils sont lancés, une fois qu'ils ont commencé à mettre en place des changements, une fois qu'ils, petit à petit, ils ont des résultats, ils se disent « Ah ouais, ah oui, j'ai réussi à faire ça. Ok. » Et ça marche, ils réussissent. Le problème, c'est qu'en France, on a une vision très socialiste, j'ai envie de dire. On ne va pas rentrer dans la politique, mais on a une vision c'est l'État qui doit me donner, c'est l'État qui doit s'occuper de moi. Et le problème de ça, c'est qu'on a du mal à investir, on a du mal à se faire accompagner, contrairement aux Américains. Je ne dis pas que les États-Unis sont un exemple, pas du tout, mais sur le plan personnel, individuel, de santé, des personnes qui prennent le plus soin d'eux, oui, les États-Unis sont un exemple. Ouais. Et donc, tu as aussi le système de santé américain où, en fait, si tu tombes malade, ça... Oui, non, mais sur la globalité, je ne dis pas du tout, mais sur l'individu qui veut performer, qui veut être le mieux possible, les États-Unis sont un modèle. On a d'autres modèles, hein. On peut regarder la Corée du Sud. La Corée du Sud est un modèle qui est beaucoup plus dans l'égalité, on va dire, où tout le monde a de très bons accès aux soins, et où les individus qui veulent vraiment prendre soin d'eux pourront avoir de très bons conseils et être très bien accompagnés. Mais ces individus-là vont quand même faire cette démarche-là, d'être accompagnés, d'investir, d'avoir les bonnes personnes. En France, c'est compliqué. En France, si on regarde, il y a peu de personnes en fait qui vont réellement faire cette démarche-là sur le long terme. En France, on va prendre un coach à court terme pour faire bien, parce que tiens, on m'a dit de prendre un coach. Oui, le côté social, c'est assez classe. Quand tu es dans les événements, un dîner, tu as ton nutritionniste, coach. C'est ça. Les gens, ils aiment bien. Mais souvent, malheureusement, c'est le coach qui vient à la maison, qui fait juste une petite séance comme ça. Et il n'y a pas une réelle transformation sur le long terme. Il n'y a pas de suivi. C'est ça. Et c'est que le sport où ça va être que la nutrition. Ouais. Et il va toujours manquer les autres piliers qui permettent de réussir, et le tabouret se casse. Oui. Non, moi, mon expérience de nutritionniste et de ce que je vois avec mes confrères consoeurs, c'est que on marche beaucoup par consultation. Tu sais, donc tu as un cabinet, les personnes te voient. Et on va parler essentiellement, dans l'exercice nutritionniste, pratiquement que de la nutrition. On va voir les nutriments, l'alimentation, le comportement, la physiologie de la personne, son métabolisme, sa composition corporelle, etc. Mais il manque des dimensions indispensables. La nutrition, elle est sociale. La nutrition, elle est mentale. La nutrition, elle n'est pas que ingestion d'aliments, macronutriments, micronutriments. Et les nutritionnistes sont top sur le plan de la compréhension scientifique de la nutrition, mais sur le plan du changement sur le long terme, j'ai beaucoup de personnes qui ont été voir des nutritionnistes, des diététiciens,
où ça n'a pas fonctionné, ou alors ils se sont retrouvés en méga déficit calorique et ça a eu des effets un peu délétères. Attention, je ne critique pas du tout mes confrères, consoeurs diététiciens et médecins nutritionnistes, hein. Mais ce que je dis, c'est que dans cette démarche-là, il manque réellement une approche mentale, une approche de compréhension profonde de la personne, des déclencheurs, De coaching, de la motivation. c'est ça. Et ça va pas assez loin. Pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est comment tu arrives à prendre quelqu'un et à lui faire changer de cap. Ensuite, après un échange avec toi, et surtout si l'échange il est continu, là c'est le top du top, c'est le mieux que tu puisses avoir, que ça a un impact considérable et des changements dans ta vie et tout autour de toi. Peut-être, tu vois, pour le cas des entrepreneurs, typiquement, ça on ne l'a pas cité, mais ils ont plus de responsabilités, mais aussi c'est eux le vecteur de croissance principal de leur entreprise. Donc si tu vois, ils sont hyper fatigués, ils arrêtent d'aller au travail, ils tombent en dépression, il y a un burn, des choses comme ça, il y a tout qui s'écroule. Et au contraire, s'ils vont super bien, qu'ils peuvent davantage travailler, aller chercher des projets plus ambitieux, etc., prendre plus de courage pour prendre des appels d'offres, des nouveaux challenges, peuvent faire grandir leur entreprise, leur chiffre d'affaires, et puis se développer. Donc c'est là où en fait il y a même une logique de gain économique qui se retrouve chez les entrepreneurs, qui peuvent même se retrouver chez des salariés, tu vois, des corporates, etc. C'est améliorer la machine biologique, comme on l'a dit. Et moi, j'aimerais bien comprendre aussi, parce que toi, tu es quand même très singulier comme coach. Et je connais pas de coach qui, on va dire, un coach relativement holistique, où tu vas prendre plusieurs verticales dans la vie des gens, qui a fait l'armée, qui était lieutenant, qui sait ce que c'est l'armée de terre, et qui est passé par Saint-Cyr. Et moi, j'aimerais comprendre, toi aujourd'hui, Benjamin, qu'est-ce que tu utilises dans tes coachings que tu tires de l'armée et de ton passé? J'ai fait l'armée, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup appris. Maintenant, je viens aussi, et surtout, du sport de haut niveau. J'ai commencé le sport quand j'avais 3 ans. J'ai fait plus de sport à haut niveau dans ma vie que je n'ai fait de sport normal. C'est tes parents qui t'y ont mis? C'est mes parents qui ont voulu se débarrasser de moi parce que j'étais une pile électrique. Hyperactif. Mais vraiment, vraiment compliqué, on va dire. Ouais. Donc, on m'a mis au sport très tôt et j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de sport. Et dans l'armée, j'ai appris pas mal de choses qu'il n'y avait pas forcément dans le sport de haut niveau, d'un point de vue stratégie, d'un point de vue réflexion, d'un point de vue mental. On parle souvent dans le monde entrepreneurial de développement personnel. Développement personnel, c'est pas un mot que j'aime beaucoup parce qu'il veut un peu tout et rien dire. Dedans, on met ce qu'on veut. Moi, j'aime parler de préparation mentale. Et la préparation mentale, on la réduit trop souvent au sport de haut niveau. Et c'est une erreur. La préparation mentale, ça concerne tout le monde. Tout le monde a un cerveau, tout le monde a besoin en fait, d'avoir un bon mental. On fait attention à son corps, on ne fait pas attention à son cerveau. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça, vous faites beaucoup ça à l'armée? Dans l'armée comme dans le sport, on fait attention aux deux. Et on travaille sur les deux. Un soldat qui est pas bien, un soldat qui est en dépression, qui a des problèmes familiaux, c'est un soldat qui ne peut pas accomplir sa mission. C'est un soldat qui, pendant la mission, va avoir un problème, ça va pas bien se passer. Donc, un bon soldat, c'est un soldat qui est bien physiquement. On a des tests sportifs annuels dans l'armée, les CCPM plus les CCPS, mais c'est aussi un soldat qui est bien familialement. Pour ça, en fait, dans l'armée, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Il y a un lien armée-famille qui est de plus en plus fort. Et on fait attention à ce que la famille soit bien, parce que c'est un pilier du mental du soldat. Mais on va aussi faire en sorte qu'au niveau d'une section, il y ait une bonne cohésion, qu'il y ait un bon fonctionnement commun de groupe pour que la mission puisse être accomplie à bien. L'armée, c'est pas comme dans les jeux vidéo. L'armée, c'est un travail de groupe. C'est un travail réellement où chacun a son rôle à jouer et chaque soldat a une mission différente à accomplir. Donc dans l'armée, on a ce fonctionnement-là de groupe, on a ce fonctionnement-là de cohésion qui permet d'accomplir la mission à bien. Mais tout ça, c'est aussi pour que le mental du soldat soit bien. À partir du moment où un seul soldat n'a pas le bon mental, la mission commence à être compromise. Donc ce qu'on veut, et ce qu'on dit souvent, c'est l'armée, elle dépend du plus faible. L'armée repose sur le plus faible. Si le plus faible n'est pas bien, tout part à l'eau. C'est le maillon faible. Dans la vie civile, dans la vie de tous les jours, dans la vie des personnes qu'on accompagne, on est seul. On est très seul. Et le seul pilier de cohésion qu'on a, en général, c'est la famille.
Donc déjà, il faut que la famille, elle soit bien, ok. Mais surtout, il faut que son individualité soit bonne, que son mental soit bon. Donc nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est de la préparation mentale. Comment est-ce que je fais cette préparation mentale-là? Il y a des points que j'ai repris de l'armée, donc toute la partie stratégie, la partie réflexion, la partie en fait réflexion avant action. Avant de mettre en place des changements de comportement, on réfléchit à pourquoi, on réfléchit à comment, on réfléchit à la trame qu'on va suivre avec la personne. Le deuxième point, c'est la partie méthodologie. J'ai beaucoup de process en place. On a vraiment beaucoup de process pour chacun de nos clients. Tout est organisé, tout est fait de manière à ce que ce soit simple. J'ai fait développer mon application de coaching. J'ai utilisé beaucoup d'automatisation pour simplifier la vie de mes coachés. Le but, Oui. c'est que ce soit le plus facile, le plus fluide possible. Très Et important. ensuite, il y a toute une partie préparation mentale qu'on utilise. Cette partie préparation mentale-là, j'utilise plutôt la PNL. Moi, j'aime bien la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Et j'utilise aussi après d'autres outils de préparation mentale que j'ai tirés du sport de haut niveau et que j'ai repris de l'armée. Dans l'armée, la préparation mentale qu'on utilise, avant c'était le TOP, aujourd'hui c'est l'ORFA. Donc c'est l'optimisation des ressources des forces armées qui a repris le TOP, qui étaient les techniques d'optimisation du potentiel. Donc cette méthode de préparation mentale, en fait, elle est très adaptée aux situations extrêmement stressantes. En fait, c'est une banque d'outils qu'on a en fait avec des techniques de relaxation en situation de stress, en situation de crise. Donc ça, c'est excellent pour l'armée pour des situations très stressantes. Ça peut être extrêmement pertinent pour des situations stressantes quand on est cadre dirigeant. Donc ça, on l'utilise. Ensuite, on a d'autres outils de relaxation et des outils de visualisation. Et après, dans la partie PNL, on retrouve certains de ces outils. Et dans la PNL, on a beaucoup, en fait, la déconstruction de croyances, la déconstruction de blocages et la partie ancrage aussi qui va nous permettre d'avoir un meilleur mindset sur le moment. Par exemple, j'arrive pour parler sur scène, c'est l'exemple tout bête, j'arrive pour parler sur scène, j'ai tendance à être stressé. Eh bien, je vais venir serrer mon poing, ça va me remémorer un ancrage que j'aurais travaillé qui me permet de me relâcher. Bah ça, c'est typiquement, je l'ai fait faire la semaine dernière à Florian, donc un coaché qu'on a, qui lui a des soucis dans son entreprise, donc beaucoup de stress. Et quand il a beaucoup de stress, qu'est-ce qu'il fait? Il boit de l'alcool. Donc forcément, l'alcool, c'est pas idéal quand on veut perdre du poids. Avant de passer sur scène. Non, alors c'est pas avant de passer sur scène là, mais c'est pas idéal quand on veut perdre du poids. Donc pour Florian, on a fait cette méthode-là d'ancrage mental et on continue de le travailler pour qu'il puisse petit à petit en fait se relâcher et ne plus dès qu'il se sent stressé aller consommer de l'alcool. C'est ça l'objectif. Donc nous on travaille vraiment sur tous ces points-là et c'est vraiment tous les outils qu'on va utiliser que j'ai repris donc d'une part du sport de haut niveau, des formations que j'ai suivies en préparation mentale et de l'armée. Et oui, l'armée compte beaucoup dans ma manière de faire et elle compte aussi beaucoup dans mon management. Alors dans le management, l'armée on pense souvent que c'est très dur, on insulte les gens, machin. Non, alors bon. Je l'ai vécu et c'est aussi pour ça que j'ai quitté l'armée. Tu insultes les gens? Non, certainement pas. Mais par contre, dans l'armée, on a certaines choses qui sont hyper importantes. C'est des réunions régulières, mais des réunions avec un objectif. Certainement pas des réunions pour occuper l'espace. On a des points, des bilans réguliers et on va aussi fixer des objectifs pour les personnes. On donne des objectifs. Donc moi, mes collaborateurs, je leur donne des objectifs. Objectif pour ta semaine, c'est ça. Objectif avec tel client, pour les coachs, ça va être ça. Et on va fixer des objectifs. On va faire des bilans sur est-ce que ça a été atteint ou pas. Et on traque aussi beaucoup les données. Dans l'armée, en fait, on a des dizaines de tableaux Excel. Là, moi, j'essaie de simplifier, mais c'est vrai qu'avec la plupart des collaborateurs, on a à chaque fois un tableau, un Google Sheet, sur lequel on va pouvoir suivre les performances, quels sont les résultats de l'entreprise, quels sont les résultats de tel ou tel collaborateur, ce qui nous permet de pouvoir faire un point très précis sur ce qu'il en est réellement. Donc là, on va rentrer dans la partie entreprise, mais c'est des KPI et des OKR qui nous permettent d'avancer sereinement. Très bien. Tu as émis une raison de pourquoi tu es parti de l'armée. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus et surtout m'expliquer pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers le coaching et pas vers autre chose? Parce que, comme tu dis, tu as fait des grandes études, tu aurais pu faire beaucoup d'autres choses, tu as plein de possibilités. Pourquoi le coaching? Bien sûr.
En quittant l'armée, donc j'étais officier, j'étais lieutenant. Moi, j'ai eu des propositions pour rentrer comme manager dans des boîtes comme Amazon et autres, où en fait, quand on est Saint-Cyrien, on a une porte ouverte sur plein d'entreprises. C'est-à-dire qu'on est recherché, on veut nous recruter vraiment sur plein de postes possibles. Mais je ne voulais pas aller travailler comme manager dans une entreprise, même pour gagner 100 000 euros par an, ça ne m'intéresse pas. Moi, si j'ai quitté l'armée, c'est pour 3 raisons principales. La première, c'est parce qu'à un moment, j'étais plus vraiment aligné avec le métier, ça m'allait plus, je m'ennuyais un petit peu dans ce que je faisais, je trouvais pas ça si intéressant que ça. L'armée, c'est exceptionnel et très intéressant en temps de guerre. Alors, j'ai pas envie de faire la guerre, je suis pas belliqueux, mais c'est là qu'on fait son métier. C'est là qu'on fait réellement ce pourquoi on a été formé. Et malheureusement, ou heureusement, enfin, voilà, on est dans un métier qui permet de s'épanouir que quand c'est la guerre. Et ça, c'est un peu triste, hein, mais c'est là où réellement les soldats vont pouvoir faire leur métier. Sauf que c'est aussi là qu'on va perdre son humanité. À la guerre, on perd son humanité. On se retrouve dans des situations traumatiques. Et je pense que j'ai pas rencontré un seul militaire avec qui j'ai échangé qui a vécu réellement sous le feu, qui m'a dit qu'aujourd'hui il était bien, qu'il l'a bien vécu. Non, en général, il y a des traumatismes qui restent. Donc, d'un côté, on prend du plaisir là-dedans, mais en même temps, on se détruit. Donc, j'avais pas forcément envie de faire ça, et d'avoir ça comme finalité. Et donc, au moment où j'étais dans l'armée, je vivais un métier assez administratif, assez ennuyant, qui me plaisait plus. Ensuite, deuxième point, moi, le sport m'a toujours passionné. J'ai toujours été un grand passionné de sport. Et quand j'étais à Saint-Cyr, en fait, j'ai commencé à m'occuper un petit peu différemment et j'ai commencé à m'orienter petit à petit sur le sport. Donc, écrire un livre, écrire des articles sur le sport sur mon site internet. Et j'ai lancé après mon activité de coaching sportif. Et troisième point, malheureusement, dans l'armée, quand on a un mauvais chef, ben on subit son mauvais Tu as chef. eu un mauvais chef? J'en ai eu 4 des mauvais chefs. Donc Sur combien? j'ai 4 sur 6. J'ai eu 4 chefs où vraiment ça s'est très mal passé. Et vraiment extrêmement mal passé en fait. Certains chefs ont été sanctionnés. Il y a eu des gros soucis. Il y a eu une inspection générale de l'armée qui est passée. Tu as des exemples de ce qui faisait, que Après, c'était des mauvais je chefs? vais pas rentrer dans le détail, hein. Moi, j'aime l'armée, j'aime ce milieu-là et je continue aujourd'hui, par exemple, de coacher des jeunes pour l'armée. Malheureusement, dans l'armée, il y a un souci, c'est que la hiérarchie est très institutionnelle. Quand on a un chef qui a un poste, il peut pas partir et nous non plus, on peut pas partir. Pour avoir une mutation, c'est 1 an et demi en général, c'est 1 an et demi, 2 ans. T'es Donc, bloqué. Avec on est qui? bloqué, c'est ça, on est bloqué, on peut pas. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires, hein. Moi, il faut savoir que j'échange souvent avec des militaires et anciens militaires, et j'ai entendu beaucoup d'histoires d'anciens militaires qui avaient quitté l'armée pour les mêmes raisons. Parce qu'à un moment donné, ils ont eu un chef avec lequel ça s'est très mal passé. Ça, dans l'armée, on n'en parle pas, et j'ai pas forcément envie d'exposer ça. En entreprise, Mais c'est pareil, hein. Et dans le milieu ça médical, peut c'est l'être. encore pire. Mais il y a une grosse nuance en entreprise, c'est que si ton patron te plaît pas, tu peux partir. Ouais. Dans l'armée, on peut pas. Moi, pour partir, ça a été un combat. J'ai dû faire plein de demandes. Ça a été très, très compliqué. Mais donc, un point principal, en fait, qui m'a beaucoup dérangé au niveau de la hiérarchie, c'était les insultes. Vraiment, moi, qu'on m'insulte une fois, quand c'est toutes les semaines qu'il y a des insultes envers les militaires, enfin, ceux qui m'entouraient, donc c'était surtout à Saint-Cyr quand j'étais élève officier. On se faisait insulter par notre chef de section et notre commandant d'unité. Bon, après, moi ça va, j'ai pas eu trop d'insultes, on va dire, mais j'ai vu des personnes se faire insulter de tous les noms parce qu'ils n'arrivaient pas, par exemple en sport, ils n'arrivaient pas à grimper une corde ou ils n'arrivaient pas à nager 100 mètres. Quand la personne ne sait pas nager, elle n'arrive pas à nager 100 mètres. Je doute que l'insulter l'aide à progresser. Mais voilà, on va passer sur ce sujet. Ça appartient à mon passé, à la partie armée. Mais aujourd'hui, je dois dire que l'armée m'a beaucoup appris. Je suis très content d'avoir eu ce parcours. Et j'en garde malgré tout un très bon souvenir. C'est des années, des belles années de ma vie, des années qui m'ont forgé, qui m'ont apporté, qui m'ont aidé à grandir et à devenir une meilleure personne. Très bien. Aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, donc moi, dans mon audience, il y a sans doute des personnes qui sont un peu des aficionados de la longévité, de la santé, qui sont peut-être déjà coach
ou des pratiquants assez sérieux, mais il y a aussi des entrepreneurs, des dirigeants, des personnes plus dans la vie de tous les jours qui sont intéressés par ces sujets-là. Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils devaient prendre une décision importante pour cette année 2026? Décision importante pour leur santé ou de manière générale? De manière générale. Une décision importante, ça se réfléchit. Moi, j'ai un conseil tout bête quand on reprend une décision, c'est de se peser le pour et le contre. Pourquoi? En fait, une décision, pour qu'elle puisse être bien prise, il faut qu'elle soit rationnelle et émotionnelle. Si la décision, elle est purement émotionnelle, allez, je me lance, go, mais qu'on n'est pas réellement convaincu sur la partie rationnelle, ça ne fonctionne pas. Donc, peser le pour et le contre, c'est quoi? Comment on le fait? On prend une feuille, on trace un trait, d'un côté on écrit tous les pour, d'un côté on écrit tous les contre. Tu fais comme ça? Quand tu dois prendre une décision, tu prends une feuille et tu... Je le fais dans ma tête, mais c'est vraiment ça, je me pose des questions et je me dis, c'est quoi le pour et le contre? Oui. Alors moi, je suis habitué à... Je suis quelqu'un de très rationnel, je vais tout calculer en permanence, tout évaluer. Je vais évaluer les pour, les contre et je vais faire ça instantanément à chaque fois. Maintenant, pour une personne qui n'est pas habituée à le faire, vraiment, le tracer, l'écrire, permet de se poser et de visualiser. Pourquoi faire ça? Parce que le fait de visualiser sa décision, de visualiser l'impact que ça pourrait avoir, le pour, de visualiser l'impact que ça pourrait avoir le contre, ça permet de se dire, ok, si je le fais, oui, il y aura plus de bénéfices que de pertes, et je peux me donner à 200% là-dedans. Par contre, si je prends cette décision-là, que finalement je me rends compte que c'est moitié-moitié, bon, peut-être qu'il ne faut pas prendre cette décision-là. Si je me rends compte qu'il y a plus de pertes que de bénéfices, bon, moi, je ne la prends pas. Mais par contre, à partir du moment où je l'ai prise, je n'ai pas de doute dans une semaine à me dire « Ah non, peut-être que je ne suis pas sur la bonne voie. Ah non, en fait, ce n'était pas la bonne décision à prendre. » Non, je suis convaincu qu'il faut que je tienne cette ligne-là, parce que c'est la bonne ligne à prendre pour moi. D'accord. Dans la vie, il y a toujours des choix à faire, il y a toujours des décisions à prendre. La vie, c'est un chemin infini. C'est pas j'arrive à un endroit et c'est fini. Non. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on évolue tout au long de sa vie, on apprend toujours et on grandit toujours. Et sur ça, j'ai que 26 ans et à chaque fois, ça choque les gens. Les gens me disent « Putain, t'as 26 ans, t'as déjà fait tout ça. » Tu n'as que 26 ans. Je pensais que t'en avais les doubles. Et souvent, on me dit « Ah ouais, putain, mais t'es investisseur IMO, t'as plusieurs entreprises dans l'IMO, t'as été officier, t'as fait ça, t'as fait de la géopolitique, je parle 5 langues. » Enfin, voilà, je choque les gens à chaque fois avec tout ce que j'ai fait. Mais pourquoi? Parce que j'aime apprendre, j'aime découvrir, j'aime faire des choses. Et pour moi, dans la vie, on va toujours faire des choix. Et on ne sera jamais certain que le choix est bon. Mais par contre, si on prend un choix et qu'on le fait à moitié, par exemple, je me lance là-dedans, ah, mais je le fais vite fait, ah, je le fais pas réellement, et qu'on s'arrête en cours de route, qu'est-ce qui se passe? On perd du temps. Donc, quand on fait un choix, il faut le faire pleinement, il faut s'impliquer à 200%, se donner à fond. Et dans 6 mois, dans 1 an, on peut faire le bilan. On fait le bilan dans 1 an, on se dit, ouais, effectivement, c'était le bon choix, on continue à 200%, ou ah non, je me suis planté, il faut que je vois pourquoi je me suis planté, pourquoi ça n'a pas marché. Toi, le bilan, tu le fais toi-même, tout seul, avec des personnes, un mentor, avec de la famille? Comment tu fais tes bilans? À titre personnel, aujourd'hui, j'ai pas de personnes qui me conseillent sur ce que je fais. Moi, je me pose, je réfléchis, je vais vraiment prendre le temps quand j'ai besoin de réfléchir, mais après, je suis déterminé dans ce que je fais et moi, je me pose des questions en permanence. Maintenant, sur mon entreprise, je me suis fait accompagner plus de temps que je n'ai pas été accompagné. Parce que pour moi, c'est une erreur quand on se lance dans quelque chose de nouveau, de différent, de penser qu'on peut tout faire seul. Et ça, c'est une erreur de l'ego. C'est important de se faire accompagner, d'avoir les bonnes personnes, les bons mentors. Au début, j'y connaissais rien en système d'acquisition. Je ne savais pas. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver des coachs pour m'accompagner parce qu'en fait, j'ai lu une 50aine de bouquins sur l'entrepreneuriat, sur comment faire réussir son entreprise, quels sont les différents systèmes d'acquisition. Et aujourd'hui, quand je parle avec d'autres entrepreneurs, en fait, c'est plus souvent moi qui leur apprends des choses, alors que les mecs font 10 fois plus que moi en termes de chiffre d'affaires. Et j'ai du mal en fait à trouver des personnes qui vont réellement pouvoir m'apprendre des choses que je connais pas. Maintenant, c'est la question de
comment bien le mettre en pratique. Et c'est là qu'un mentor va intervenir. C'est pas dans l'apprentissage, c'est dans on regarde ensemble qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien pour l'améliorer. Et c'est un petit peu là qu'intervient aussi un coach sportif. En fait, le coach sportif comme tu le fais avec un client, ça va être là, oui, tu sais qu'il faut faire ça, mais est-ce que tu le fais bien? Pourquoi est-ce que tu n'as pas bien fait ça? Qu'est-ce qui fait que là, tu stagnes? Et on va travailler sur ça. Donc aujourd'hui, moi, sur mon entreprise, j'ai toujours un mentor qui m'accompagne, mais on fait des points sur qu'est-ce qu'on a bien fait là, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait là. Et en fait, ça va être des petites rectifications de détails qui vont permettre d'aller chercher plus loin et d'aller améliorer ce qui peut être fait actuellement pour avoir plus de résultats. Ouais. L'avantage quand tu as fait du sport et sport de haut niveau, ou que tu as pris des accompagnements comme ça pour ton entreprise ou autre, c'est que tout ça, tu peux t'en nourrir et tu peux l'intégrer justement dans ton accompagnement à toi, ton mentorship, tes coachings. Et c'est pour ça que je pense que tous les coachs devraient se faire coacher et que c'est une grande erreur et que ça, c'est un problème qu'ont les coachs, qu'ont aussi les entrepreneurs, je pense, parce qu'on a, de mon point de vue, les entrepreneurs, on a un ego qui est plus haut que la moyenne. C'est-à-dire qu'on pense qu'on fait mieux que les autres, qu'on a le potentiel d'être meilleur sur son marché. C'est pour ça qu'on propose un service ou quelque chose. Parce que sinon, à mon avis, ce serait très compliqué. Quelqu'un qui a pas cet ego et qui pense qu'il fait moins bien que tout le monde, ça s'appelle, je pense, syndrome de l'imposteur. Que ce soit conscientisé ou non. Et l'ego bloque l'honnêteté. En fait, on se ment à soi-même parce qu'on a du mal à avouer qu'on n'est pas assez bon pour le faire seul. Dans le sport de haut niveau, justement, on a toujours un coach, même plusieurs coachs. On a le coach principal et après on a un coach, par exemple, quand je faisais du water polo à haut niveau, j'avais le coach de l'équipe, le coach principal, on avait le coach de natation, on avait le coach sur la partie balle, travailler sur ça, et après on avait un préparateur physique qui intervenait, on avait de temps en temps des interventions d'une diététicienne, bref, il y avait toute une équipe. Ouais, chez les enfants d'élite, ils sont souvent bien accompagnés. Comme ça. Mais ça, c'est ce qui permet en fait de se remettre en question, c'est ce qui permet à chaque fois d'apprendre et d'avancer. Que quand j'étais en classe préparatoire, je pense que j'ai beaucoup appris sur ça aussi. En classe préparatoire, je suis arrivé, j'avais jamais vraiment bossé de ma vie, j'avais plus bossé le latin, le grec, le chinois que les autres matières. Et les autres matières, je les bossé juste en lisant des revues, quoi, ou en classe, vite fait. Voilà. Et j'avais toujours été dans les meilleurs de ma classe, dans les meilleurs de mon lycée. J'arrive en prépa et je commence à prendre des 8, des 9, des 7, des notes que j'avais jamais eues. Et ça a fait mal. Et sincèrement, ça m'a fait mal. Et je me suis dit, mais putain, comment c'est possible? Est-ce que je suis nul? Pourquoi? Donc, j'ai commencé à me remettre en question, à vraiment travailler différemment et me mettre à bosser réellement à fond. Et donc, je passais de je travaille pas à j'ai commencé à travailler 50 heures par semaine, ce qui est extrêmement peu en prépa, hein, qu'on se l'accorde. Je travaille 2 fois moins que les autres, mais les autres devaient travailler peut-être 80 heures par semaine. Moi, chaque week-end, je travaillais pas, mais je travaillais tous les soirs à fond et je travaillais réellement beaucoup pour pouvoir progresser. Et c'est comme ça que j'ai eu Saint-Cyr du premier coup. C'est comme ça que j'ai eu toutes les écoles de commerce où j'ai passé les concours et où j'ai pu vraiment performer parce que je me suis remis en question et parce que j'ai accepté de travailler. Et dans tous les domaines de la vie, cette remise en question-là, elle est importante. Mais quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, qu'on se dit « Putain, j'ai du ventre ». J'ai pas le physique que je veux, j'ai pas d'énergie, c'est difficile de se remettre en question et d'accepter qu'on a besoin d'aide. Et beaucoup chez les hommes, c'est difficile. Mais cette remise en question, c'est justement celle qui va permettre d'avancer. Merci Benjamin pour cet échange. Merci Tristan, ça m'a fait super plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi. J'espère que tout le monde s'abonnera, que tout le monde mettra 5 étoiles sur le podcast et qu'il pourra exploser. Merci beaucoup.